Ce n'est pas un silence paisible comme par exemple celui d'une grasse matinée tant attendue, mais c'est un silence qui pèse, qui résonne dans les couloirs et qui s'installe à table entre deux assiettes, là où il y en avait trois ou quatre autrefois. Vos enfants ont pris leur envol, pourtant au fond de vous, une question lancinante s'installe. Et maintenant, qui sommes-nous l'un pour l'autre? Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Dans mon cabinet, je vois souvent ces visages empreints d'une nostalgie douce amère. Des couples qui se regardent comme des étrangers familiers, réalisant que pendant 20 ans, le projet enfant a été le ciment, le sujet de conversation unique, l'écran de fumée parfois, derrière lequel s'est cachée leur propre intimité. Réapprendre à être un couple quand on n'est plus seulement des parents, ce n'est pas une simple transition, c'est une renaissance. Et comme toute naissance, elle peut être douloureuse, mais elle est porteuse d'une promesse immense. Il est essentiel de commencer par valider ce que vous ressentez, ce sentiment de vide, ce vertige face à l'avenir, cette irritabilité soudaine pour des détails insignifiants. Tout cela est normal. Vous traversez ce que j'appelle le syndrome du lit vide, mais au-delà du terme psychologique, c'est un deuil. Le deuil d'une identité, celle du parent protecteur, du gestionnaire de logistique, du pilier central d'une tribu active. Pendant des années, les enfants ont agi comme des régulateurs de tension. Quand l'ambiance était électrique entre vous, une remarque d'un adolescent ou un besoin du petit dernier permettait de détourner l'attention. Les enfants occupent l'espace sonore et émotionnel. Mais sans eux, vous vous retrouvez en tête-à-tête, sans distraction possible. Et c'est ce face-à-face radical qui effraie. On craint de ne plus rien avoir à se dire, ou pire, de se rendre compte que l'on a trop changé. Beaucoup de couples que j'accompagne expriment un sentiment d'inutilité. À quoi servons-nous si nous n'avons plus personne à guider? Cette crise existentielle individuelle se répercute sur le lien conjugal. Si je ne sais plus qui je suis, comment puis-je savoir qui je suis avec toi? Il est fondamental de s'autoriser à être triste, sans culpabiliser, de ne pas profiter enfin de la liberté. La liberté peut être effrayante quand on a perdu le mode d'emploi de ses propres désirs. Marc et Sophie sont venus me voir 6 mois après le départ de leur plus jeune fille pour ses études. Ils décrivaient une cohabitation polie mais glaciale. Sophie me confiait: on s'entend très bien pour gérer l'intendance, mais dès qu'on se retrouve juste tous les deux au restaurant, on finit par parler des enfants ou de la météo. J'ai l'impression qu'on a tout dit ou qu'on n'a plus de projet commun. Marc, lui, de son côté, se sentait rejeté par la mélancolie de Sophie, qu'il interprétait comme un désintérêt pour lui. Leur problème n'était pas un manque d'amour, mais une atrophie du muscle conjugal. Ils avaient passé 20 ans à muscler leur parentalité tout en laissant de côté leur conjugalité au repos forcé. Leur conversation était devenue transactionnelle. Tu as pensé à l'assurance ou encore qu'est-ce qu'on mange. Mais au fil des séances, nous avons travaillé sur la redécouverte de l'autre, non pas comme le père de mes enfants ou la mère de mes enfants, mais comme un individu en constante évolution. Ils ont dû accepter que la personne en face d'eux n'était plus la même que celle qu'ils avaient épousée 25 ans plus tôt. C'était une rencontre nouvelle avec ses propres mystères. Pour traverser cette zone de turbulence et transformer ces crises en opportunités, je propose un cheminement en 3 étapes. On commence avec la première étape, celle que j'appelle comprendre le passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Avant de regarder devant, il faut comprendre ce qui nous a maintenus dans ce rôle de parent exclusif. Souvent, notre investissement parental excessif est une réponse à notre propre enfance ou à des schémas inconscients. Comment vos propres parents ont-ils géré votre départ? Était-ce une libération ou un drame? Nous portons souvent en nous l'héritage de ces modèles. J'observe parfois que le couple utilise l'enfant pour éviter de traiter ses propres conflits. L'enfant devient le sommet d'un triangle qui stabilise la base, le couple. Sans ce sommet, la base vacille. Je vous invite donc à vous poser ces 3 questions. Qu'est-ce que le rôle de parent me permettait d'éviter de voir chez moi ou chez nous? De quoi avais-je peur si je n'étais pas le parent parfait? Quelle était la place de notre couple dans mon esprit avant la naissance de notre premier enfant? Ensuite, on passe à l'étape 2, celle que j'appelle agir au présent, c'est-à-dire changer concrètement les dynamiques. Ici, nous utilisons des outils précis pour modifier vos interactions quotidiennes. Le but est de sortir du pilotage automatique. Apprenez à parler de je, J-E, plutôt que de nous ou de eux en parlant des enfants. Partagez vos ressentis, vos peurs ou encore vos rêves fragiles. Chaque jour, accordez-vous 15 minutes, sans écran, sans parler de logistique, sans parler des enfants. Parlez de vos émotions de la journée, d'une pensée qui vous a traversé l'esprit. Votre corps n'est plus seulement un outil de service, comme pour porter les courses ou encore assurer un enfant. Il est un territoire de plaisir. Réapprenez-vous à vous toucher sans forcément attendre un rapport sexuel complet, comme des caresses, des regards longs ou une proximité retrouvée. Planifiez un rendez-vous par semaine comme si vous étiez au début de votre relation. L'enjeu n'est pas l'activité, mais l'intention de plaire à l'autre et d'être curieux de lui.
Et on termine avec l'étape 3, celle que j'appelle construire l'avenir, c'est-à-dire l'ancrage durable. C'est ici que nous solidifions vos acquis. Il s'agit de transformer la maison vide en un terrain de jeu. Trouvez une passion, une cause ou un voyage qui vous appartient à vous deux. Quelque chose qui n'a rien à voir avec votre descendance. Apprenez à cultiver votre jardin secret respectif. Selon moi, un couple épanoui est composé de deux individus qui se sentent entiers par eux-mêmes. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Le but est que vous deveniez vos propres thérapeutes, en quelque sorte, capables de détecter quand vous glissez à nouveau vers la fusion parentale au détriment de votre complicité d'amant et de partenaire. Le départ des enfants est une épreuve de vérité. C'est le moment où le couple se retrouve nu, sans les apparences, sans les paravents du quotidien agité. Mais c'est aussi une chance inouïe. Vous avez maintenant le temps, l'expérience et sans doute une maturité émotionnelle que vous n'aviez pas à 20 ans. Ne voyez pas ce silence comme un vide à combler désespérément, mais comme un espace sacré où vous pouvez enfin vous entendre. Votre couple n'est pas en train de se terminer, il est en train de s'affranchir de ses obligations pour embrasser sa liberté. Aimez-vous avec cette nouvelle légèreté. Vous avez été de merveilleux guides pour vos enfants, soyez maintenant de merveilleux compagnons pour vous-même. L'amour, après tout, ce n'est pas une destination, c'est une conversation qui ne s'arrête jamais. Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation. Et franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie, pour soi ou pour son couple, demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes, gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une simple prise de renseignement, que nous choisissions de travailler ensemble par la suite ou non. Ces 30 minutes sont un moment précieux pour déposer ce qui pèse vraiment, c'est-à-dire mettre des mots, enfin, sur cette tension sourde ou ces non-dits qui se sont immiscés dans votre quotidien, mais également éclairer les dynamiques invisibles. Je m'explique. Nous allons doucement explorer ce qui se joue sous la surface de vos conflits ou de votre distance, et ensuite sentir si mon accompagnement résonne en vous, c'est-à-dire échanger sur la manière dont je peux vous guider, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. C'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas, courageux, vulnérable et sincère. Veuillez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Je vous invite à prendre un instant pour répondre à ces 3 questions fondamentales. Elles vous permettront de vous assurer que vous êtes prêt à vous engager dans un travail de fond et que mon accompagnement est le bon pour vous. Quel est le véritable coût émotionnel de votre situation actuelle si rien ne change? Qu'attendez-vous réellement de cet accompagnement? Êtes-vous prêt à vous investir en temps, en énergie et en budget pour transformer durablement votre relation? Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Sophie et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés.